Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres du 19h50 de ce 10 octobre 2022. À la une ce soir, Baganté sous le choc d'un événement malheureux. La ville vient de vivre l'effondrement meurtrier d'un immeuble. Bilan, un mort et une dizaine de blessés. Un établissement pas comme les autres, à Garoua, l'école publique de l'AND Bilondé ne dispose que de 2 salles de classe pour tous ses élèves. Certains reçoivent leurs leçons sous des hangars provisoires. Et quand bien-être rime avec santé mentale à l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale célébrée ce 10 octobre, vous verrez en quoi elle diffère de la maladie mentale, mais aussi quels moyens vous utilisez pour éviter le stress. Voilà pour les titres. Un immeuble s'effondre à Baganté dans la région de l'Ouest. Le bâtiment de 2 étages abritant un restaurant et une coopérative s'est écroulé dans la nuit de samedi à dimanche pour des raisons encore indéterminées. Le bilan de l'effondrement, un mort et une dizaine de blessés. Le récit de David Sanjo sur les images d'Abraham Sa. Tout se passe dans la nuit de dimanche à lundi. Au premier niveau, une coopérative et en dessous, un restaurant. La chute de l'immeuble fait un mort et des blessés graves. Selon les témoignages, il y avait déjà des signes avant-coureurs et certains effets ont été sauvés, mais le vigile des lieux n'a pas pu échapper à l'effondrement. Je suis un premier bruit et ce bruit était accompagné de fissures de mur. Cette fissure dont moi je me posais la question en disant que est-ce que c'est la voisine qui a tapé sur le mur et ça a fissuré le mur du petit. Je trouve que chez elle, le mur est encore plus fissuré que chez moi. Il suivi un craquement et en s'en est suivi l'effondrement. Je ne sais pas si ça doit sortir des piliers. Peut-être les piliers du bas étaient à faible et ça a suivi. Des blessés référés à l'hôpital des districts de Baganté. Le préfet du département d'Undé et son état-major arrivent sur le lieu du drame après la réunion de crise. Et au préfet de mettre en garde les propriétaires des immeubles qui menacent ruine. Il y a 2 mois, de convoquer une réunion et de relancer la commission chargée de s'investir dans la mise en application des permis de bâtir et de construire dans la ville de Baganté. Parce que nous avons fait un constat qu'il y a un grand nombre d'abandons d'immeubles qui menacent ruine. Comme cet immeuble qui a cédé sous le poids de l'âge, plusieurs autres habitations et lieux de commerce dans la ville de Baganté présentent également des signes d'effondrement. Un coup vécu certainement comme un drame pour les hors-la-loi de la ville de Douala. Une cargaison de chicha vient d'être saisie au quartier Nouvelle. Les 15 ballots de ce produit étaient cachés au milieu des casiers de bière que transportait un camion. Pourtant, la commercialisation de la chicha est interdite sur le sol camerounais. Les détails avec Titi Freeman et Stéphane Binac. Dissimulés entre les casiers de bière de ce camion en déchargement au quartier Newbel, ces 15 ballots de chicha ont été saisis dans la nuit du 7 au 8 octobre. Arrêtée par les éléments de la douane camerounaise, la cargaison illicite contenait 139 cartons et 1668 cartouches de chicha. Les produits saisis sont confisqués. Les auteurs seraient traduits devant la justice par monsieur le procureur de la République. Et les sanctions et toute autre charge, selon prescrit par notre réglementation judiciaire, serait appliquée à leur encontre. Le chauffeur et son équipage auraient pris la clé des champs juste avant l'arrivée des douaniers. Le moyen de transport qui a servi à transporter ces substances n'a pas déclaré son contenu. On a donc constaté que par cet acte, le transporteur est lié formellement aux auteurs de la contrebande. Ça rendit donc que le transporteur est intéressé à la fraude. Il est donc constitué comme complice.
Pour rappel, l'importation, la vente, la promotion et la consommation de la chicha sont interdites au Cameroun depuis le mois de février dernier par arrêté du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Un mois après la rentrée, l'école publique de l'Aïndé Bilondé à Garoua nourrit toujours l'espoir de se refaire une santé. L'établissement n'est que l'ombre de lui-même. Il ne dispose que d'un bâtiment, de 2 salles de classe. Certains élèves prennent des cours sous des hangars de fortune construits par la directrice de cette école avec l'aide des parents. Reportage réalisé avec le concours d'Aïssatou Bouba. Créée depuis plusieurs années, l'école publique de l'Aïndé Bilondé est située dans l'arrondissement de Garoua 3. Pour un cycle de la CIL au coût moins 2, cet établissement ne dispose que d'un bloc de 2 salles de classe. L'école publique de l'Aïndé Bilondé, il y a un bâtiment de 2 salles de classe. On a un cycle complet, normalement on devait avoir au moins 6 salles de classe. Alors avec aussi la contribution des parents d'élèves, on s'est mis à travailler pour construire d'hangars pour permettre à nos enfants de continuer l'école de cette année. Au début, c'était une école des parents. Les parents se battaient par la grâce de Dieu. Le gouvernement est venu, le gouvernement a pris l'école, la responsabilité de l'école et a envoyé une dame là qui est la directrice. Je remercie Dieu et je remercie infiniment cette dame puisqu'elle s'est mise au travail, elle a mis la main dans la pâte en encourageant les parents. Elle-même a fait beaucoup d'efforts et grâce à Dieu, grâce à elle, on a eu un bâtiment de 2 salles de classe. Dans ces images amateurs, filmées le 14 septembre dernier, la directrice a convoqué l'appui des volontaires. Ils construisent des hangars provisoires. Vraiment, si le gouvernement pouvait écouter nos doléances, on veut davantage de salles de classe pour pouvoir que ces enfants puissent quand même fréquenter. Des hangars pour abriter des élèves, les salles de classe d'infortune en saison de pluie. Faire de la santé mentale et du bien-être pour tous une priorité mondiale, c'est le thème de la 29e édition de la Journée mondiale de la santé mentale célébrée ce 10 octobre. C'est autour de cette boussole que la caravane de sensibilisation organisée par le ministère de la Santé publique et menée par Laure Mungeneux s'est ébranlée. Le docteur n'a pas manqué de rappeler que la santé mentale est un état de bien-être différent de la maladie mentale qui est plutôt une affection touchant à la sphère cognitive. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Janice Kamgar. Quand on dit à quelqu'un qu'il a des problèmes de santé mentale, il se fâche en disant « donc tu veux dire que je suis fou ». Parce que dans notre contexte, problème de santé mentale égale encore maladie mentale égale folie. Ce qui est complètement faux. Personne ne peut faire une vie sans avoir des problèmes de santé mentale. Dans une moindre mesure, si on peut dire, le mal-être. Mais c'est la spécialité la moins connue et pourtant tous, nous le vivons. Nous vivons ces problèmes au quotidien. Ces problèmes qui ont un impact non seulement sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan social, sur le plan médico-légal et surtout sur la productivité, sur l'économie, sur le développement. En marge de ce colloque, nos équipes sont descendues dans la rue pour s'enquérir des moyens utilisés par les Yaoundéens pour ne pas devenir fous lorsqu'ils passent par des moments difficiles. Et dans cet élément, ils font savoir qu'ils usent tout simplement les moyens du bord. Janice Kamga, Kevin Mogo et Constant Kamga. Aller chez le psy n'est pas la chose la mieux partagée par les Yaoundéens. Moi-même, je suis le meilleur psychiatre parce que si je traite mon intérieur, tout ira bien. J'ai vu un psychiatre une seule fois quand j'ai eu des petits problèmes. Une tendance générale à minimiser les bobos, à croire qu'ici, on souffre du syndrome du mental d'acier. En cas de stress aigu, chacun a sa petite recette pour retrouver le sourire. De ne pas penser simplement à ce qui est source de stress et de sourire simplement. En ultime recours, la parole de Dieu est convoquée. Je lis juste la Bible, je pratique les activités chrétiennes et ça passe. Mais les spécialistes conseillent de prendre soin de sa santé mentale et cela commence par de petites choses comme placer l'amour au centre de son existence. De l'amour vrai, l'amour réel, qui est bonne communication, bonne interaction, solidarité, prendre soin de soi et de l'autre. Et si d'aventure une maladie mentale survient, le patient trouvera secours au sein des formations hospitalières équipées pour parer à ces éventualités.
pas considérer cela comme une chose d'abord mystique, de courir vers les structures de santé qui sont habilitées à pouvoir diagnostiquer le problème et à pouvoir résoudre ce problème à la fin. Les familles, dans ce cas, jouent également un rôle thérapeutique. Autre information importante, le mouvement pour la renaissance du Cameroun participera à la présidentielle de 2025, annonce faite par le président du parti, Maurice Kamto, au cours d'un meeting tenu ce week-end en Konsamba. Cette déclaration a été perçue de manière diverse au sein de l'opinion publique. On voit cela dans cet élément de Junior Ossin. Le MRC ira à l'élection présidentielle de 2025. C'est une annonce faite samedi dernier en Konsamba par Maurice Kamto, président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Si le professeur Maurice Kamto a annoncé que le MRC ira aux élections de 2025, c'est parce que nous avons pris le temps de la réflexion. Nous avons pu examiner nos forces. Cette déclaration anime dès lors la scène politique sans inquiéter certains politiciens qui trouvent que le MRC se contredit dans ses déclarations. Il n'y a pas de panique. Il a fait une annonce et reçu une annonce pour le moment. Où est ainsi? En effet, le 25 novembre 2019, Maurice Kamto appelait au boycott des élections législatives et municipales du 9 février 2020. Ceci pour 3 raisons. Réclamation de la révision du code électoral, réclamation de la résolution définitive de la crise anglophone et dénonciation de l'impossibilité d'un scrutin sans campagne au vu des arrestations dont étaient victimes les militaires et sympathisants du MRC. Si entre-temps, le code électoral est révisé sur une base consensuelle et que la crise s'arrête au nozo, là nous donnerons raison au professeur Maurice Kamto. Mais si alors toutes ces choses ne sont pas faites, il faut conclure à une démarche politiquement incorrecte et incohérente du professeur Maurice Kamto. Alors que de nombreux partis politiques se préparent pour la présidentielle de 2025, sur l'espace public au Cameroun, l'on se demande toujours si Paul Biya va se représenter en 2025. Et la sortie de Maurice Kamto, vous l'avez vu, comment déjà alimenté de nombreux commentaires au sein de l'opinion publique. En direct du studio de Canal 2 International, Michael Tipko. Bonsoir. Pourquoi cette sortie de Maurice Kamto fait-elle autant parler et semble même surprendre certains? Bonsoir Alain Ghislain Kanga. Souvenez-vous que le MRC avait boycotté les élections municipales et législatives du 9 février 2020. Les raisons évoquées tournaient autour de la révision consensuelle du code électoral et de la résolution de la crise sécuritaire et sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest entre autres. Cette annonce de boycott suit malheureusement la formation politique jusqu'aujourd'hui. Elle est interprétée comme une sorte de contradiction. Contradiction liée d'abord au fait que le leader du MRC a été candidat à la présidentielle d'octobre 2018 au moment où la crise avait déjà cours dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Mieux encore, Maurice Kamto et le MRC avaient conscience que le système électoral qui fait l'objet des récriminations après la présidentielle d'octobre 2018 n'avait pas été changé. Du coup, les questions perdues jusqu'à ce jour sur ce qui s'était exactement passé pour que le MRC change subitement de position et adopte le boycott, tout comme la question se pose à nouveau aujourd'hui après la déclaration de Konsamba sur les mobiles d'une future participation de cette formation politique à des élections alors que les préalables posés ne sont pas toujours satisfaits. La dernière chose qui peut amener à se poser des questions, Alain Ghislain, réside dans le fait que la loi électorale en vigueur au Cameroun exige que tout candidat à une élection présidentielle soit présenté par une formation politique ayant au moins un élu ou à défaut qu'il rassemble au moins 300 signatures de personnalités. Quand on sait que réunir autant de signatures des personnes à majorité des caciques du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, relèverait d'un miracle. Il faut noter que tout de même, si le calendrier électoral est respecté, les législatives et municipales se tiendront autour de mars 2025 et la présidentielle vers octobre. Donc le MRC a le temps ou l'occasion d'avoir des élus. Et pour verser au même dossier, rappelons que Cabral Libi, Akeremouna, Franklin Difford ont candidaté en 2018, étant investis par ce qu'on appelle généralement des partis porte-avions. Il n'est donc pas exclu que le MRC soit investi par l'un parmi la vingtaine des partis ayant dans leur rang au moins un élu. Alors Michael, est-ce que le boycott est un acte politique efficace ?
Eh bien, à la lumière de l'histoire politique du Cameroun, on est tenté de répondre par la négative. Il ne vous a pas échappé le lot de frustration qu'a entraîné la décision du MRC de ne pas prendre part à ces municipales et législatives de 2020. Le parti s'est trouvé secoué par une crise, même si on peut minimiser ou relativiser l'ampleur de celle-ci. Il faut noter le mécontentement des militants qui s'étaient énormément investis dans la constitution de leur dossier. Les plus mécontents en sont même arrivés à quitter le navire. Cependant, chez les adversaires du MRC, notamment au RDPC, on a semblé lire une sorte de joie dissimulée. Si on va plus loin, Alain Island, l'exemple des législatives de 1992, où le RDPC, parti au pouvoir, a été mis en minorité après le boycott du SDF, principal parti de l'opposition, est fort révélateur. L'opposition perdait ainsi un contrepoids solide, susceptible d'inquiéter le régime. Le MDR, avec ses 6 sièges, avait donc fait alliance avec le RDPC, qui n'avait que 88 sièges sur les 180 possibles afin d'avoir une majorité confortable pour gouverner. Il reste fort à parier que le SDF, qui avait opté pour le boycott à cette époque, aurait fait l'affaire. En tirant les conclusions, le parti de Nidjon Frundi se rendra certainement compte plus tard que le boycott est une arme à double tranchant. C'est ainsi que la formation politique prendra la décision, d'ailleurs inscrite dans ses textes, de ne plus boycotter de scrutin. Certains observateurs estiment d'ailleurs que le MRC vient de suivre la même voie. Le boycott est donc considéré pour les plus péremptoires à l'Island comme un acte de suicide, voire de folie. Merci beaucoup Michael Tiptio. Et à suivre dans ce journal, la Douala, la pénétrante Est depuis 8 ans, les travaux coincent et cela provoque des bouchons. Les trottoirs et abords de la voie deviennent des garages de fortune. Et à l'université de Douala, se rendre au petit coin, une affaire très compliquée. En absence des toilettes, les COPS se soulagent en plein air dans le campus. Et en Ukraine, une série d'explosions a retenti ce lundi matin dans la capitale ukrainienne et d'autres villes du pays. Et dans l'actualité également, les pays de la zone CEMAC veulent déstabiliser leurs réserves de change. Depuis la codification de 2016, il y a de plus en plus une fluctuation perceptible après la crise et la chute des prix des matières premières sur le marché international depuis 2015. Les acteurs économiques sont réunis à Douala depuis ce matin afin de s'imprégner des codes pour le maintien des stocks de réserves. David Sandio et Henri Tindar. La communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, après la chute des prix des matières premières sur le marché international en 2015, s'est résolue de stabiliser les taux de change, d'où la réglementation depuis l'année 2016. À Douala, les acteurs du monde économique décèlent les codes en la matière. Maîtriser les innovations de la nouvelle réglementation de change ainsi que le rôle des acteurs et se concerter avec toutes les parties prenantes sur la problématique du change clandestin. Du fait de la clandestinité, les réserves du Cameroun étaient à 636 milliards de francs CFA en 2015, moins de la moitié du niveau de 2008. Mais tout est redevenu stable. Comme ces problématiques sont posées, il est question de descendre sur le terrain, rencontrer ces intermédiaires agréés, travailler avec eux, comprendre leurs problèmes et porter à la Banque d'État de l'Afrique centrale. Parce que vous le savez. Désormais, il faut garder la stabilité. Quelques acteurs sont d'ailleurs concernés. Les banques, les établissements financiers et de microfinance, les bureaux de change, les compagnies d'assurance, les entreprises travaillant dans le commerce extérieur. Sur le terrain, des acteurs font face à de nombreux problèmes. Des opérations qui ne sont pas réglementées par la réglementation de change, de densification des intermédiaires agréés et les problèmes des autorités monétaires. Donc voilà en gros le problème de l'heure. La rencontre de 2 jours à Douala tourne sur la rétrocession des devises. À Yaoundé, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a commencé à examiner le budget communautaire de 2023. C'était à l'occasion de la 2e session ordinaire de l'année ouverte ce jour. Travaux présidés par Hilarion Eton, président en exercice du Parlement de la CEMAC, Maria Mazou et Serge Alain-Zébou. En visioconférence, la séance solennelle d'ouverture de ces travaux a été essentiellement marquée par le discours de Hilarion Eton.
Dans son allocution de circonstance, le président en exercice du Parlement de la CEMAC a une fois de plus exprimé son regret quant à la non-effectivité de la taxe communautaire et la tenue de cette deuxième session ici à Yaoundé qui normalement devrait avoir lieu du côté de Malabo. Réfaction des moyens financiers, entre autres difficultés que nous connaissons tous et que je n'ai plus besoin de citer ici. Néanmoins, en dépit des problèmes liés aux finances, ils ont pu réaliser d'énormes travaux, entre autres la participation à la 5e réunion du comité de pilotage de la rationalisation des communautés économiques régionales du 9 au 12 août dernier et l'examen des projets de convention régissant la Cour de justice et des droits de l'homme. Le Parlement a régulièrement tenu ces sessions. Nous en comptons à peu près 30 sessions ordinaires, donc 3 extraordinaires. Nous avons exercé notre mission de contrôle. Ces assises consacrées à l'examen et à l'adoption du budget communautaire 2023 vont donc se poursuivre demain mardi ici à Yaoundé, avec au programme la réunion du bureau suivie d'une conférence des présidents. Autre chose, à présent, allons à la découverte d'un lieu qui auparavant était une bénédiction pour les habitants de la localité de Pendia, dans le Mungo. Le lac Nseke était considéré comme un espace sacré accessible uniquement aux initiés. Cette source de développement a perdu de sa superbe à l'époque du maquis. Le lac Nseke, un lac pas comme les autres, c'est un reportage d'Arnaud Devarionda et Luciano Dodunjaku. Sur les pas de Daniel Songa, chef du village Mpula, dans l'arrondissement de Njombe-Pendia, département du Mungo, nous allons à la découverte du lac Nseke, une véritable source historique dans les années 1960. Dans les années 60, quand le maquis est arrivé, mais le grand-parent était déjà parti. Le grand-parent n'existait plus. Ce sont des autres chefs qui entretenaient ce lac. Le lac là était que c'est là où on amenait, quand il y avait des problèmes du village, ou bien pour la chance aux enfants, ou bien l'accouchement, ou bien c'était n'importe quoi, c'est ici que les gens venaient pour faire leurs trucs. Aujourd'hui, ce lac qui est devenu la merci à la portée de tout le monde, hier n'avait pas été fréquenté par n'importe qui. Ce lac plein de mystères avait un pouvoir qui servait de développement du village. Seulement, ce pouvoir va perdre sa valeur après que le village ait subi les affres de la guerre du maquis qui avait contraint les populations à quitter le village. Manque de rites traditionnels qui servaient de renouvellement de pouvoir, ce lac va se voir devenir un étang de poissons, le village n'étant plus habité. Le nom de ce lac s'appelle Seke. L'histoire de ce lac, mon grand-père, arrière-grand-père, habitait dans des temps dans l'eau. Mon papa, qui était mort en 78, m'avait dit que son grand-père, son père habitait dans ce lac. C'est là-dedans, il habitait dans l'eau. Quand vous voulez le chercher, à le voir, vous venez ici. Dès que vous êtes là, vous donnez votre nom, votre adresse. C'est au moment-là où il sort que vous retrouvez. Certains habitants se rappellent encore de ce lac qui à l'époque était encore appelé le lac Minano, le nom du patriarche du village Mpula. Nous à l'époque, nous avons eu la chance de fréquenter ce lac, mais nos ancêtres Bafounes nous protégeaient parce que là, il y avait des moments où on arrivait, on trouvait les sirènes sur des cailloux. Il y avait des moments où tu arrivais, tu trouvais les poissons fumés, le poisson braisé même. Donc c'était un autre monde. Le chef du village, Daniel Songa, lance un appel au retour des fils et filles de Mpula afin de construire un Mpula nouveau, solide et uni par les liens de la solidarité et de la fraternité comme par le passé. Et comme par le passé, l'université de Douala n'est plus tout aussi rayonnant, notamment le campus 1. Là-bas, les étudiants vivent l'enfer de l'insalubrité. Se soulager est devenu une unité d'enseignement à valider. Les toilettes sont fermées depuis près de 2 ans et c'est à découvert généralement derrière le gymnase que l'UE est généralement validé. C'est la même galère à l'ESSEC. Voici le reportage de Samuel Baïha. Ces 2 étudiantes au campus 1 de l'université de Douala cherchent un coin pour se soulager. En l'absence des toilettes, le mur de ce gymnase est le dépotoir de la merde. On le fait juste en plein air, comme vous voyez là. Et c'est vrai que des fois,
Il y a les toilettes dans le gymnase de l'université de Douala, mais c'est généralement réservé pour les visites médicales. Donc la plupart du temps, c'est fermé. Même pour un coup de pipi, votre nudité n'échappe pas au regard indiscret et l'odeur fait suffoquer. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment très compliqué. C'est bizarre, en fait, de se sentir dans ce genre de cadre, en fait. Ça donne les nausées, généralement. Certains étudiants, poussés par le besoin pressant, errent loin du campus, espérant que la porte d'une latrine leur soit ouverte. Où exactement on fait les besoins? J'ai cherché les toilettes fatiguées, il n'y avait pas. Du coup, j'avais une envie pressante, vraiment pressante. Je me suis mise à courir vers les cités universitaires pour toquer de chambre en chambre pour voir qui pouvait m'aider. À l'ESSEC, les étudiants désertent les toilettes car l'entretien est quasi inexistant. Nous avons quand même des toilettes, mais les toilettes ne sont pas utilisables. Je pense que nous, les étudiants, on utilise mal les toilettes, c'est pourquoi. À cause des selles, urines et poubelles, les étudiants ont baptisé cet espace le mur de la merde. Les responsables de l'université de Douala n'ont pas souhaité commenter la situation. Et direction la pénétrante est de Douala, dont les travaux d'aménagement lancés en 2014 ne sont toujours pas achevés. Entre résiliation de contrats, nouveaux emprunts, le chantier devenu budgétivore est à la traîne. Les usagers de la route se lassent et l'anarchie sur ce linéaire revient au galop. Reportage Samuel Baïha. Aménagement de la pénétrante est de Douala. L'ambitieux projet de construction d'une autoroute de 3 voies x2, lancé en 2014. 8 ans plus tard, c'est la déception. On n'avance pas vraiment. Ils ont commencé, ils ont laissé. La route est vraiment gâtée. On a cassé les gens, on ne fait rien. Et puis on est là avec les embouteillages. Parfois le matin ici c'est très grave. En 8 ans, Razel Fayat, White, CRCC 14, McGill, 3 entreprises, maîtres d'œuvre et presque le même cahier de charges. Et derrière leur passage, ces tranchées sur ce linéaire en terre sont restés un piège pour les automobilistes. De l'autre côté, quand il y a un peu d'embouteillage, les voitures se retrouvent dans le ravin qu'ils ont creusé il y a longtemps sans jamais rembler. Le long d'un itinéraire de 54 km de chaussée, prévu à 3 sens. Partout, des garages improvisés. Ailleurs, c'est un cimetière pour des épaves. Comme il n'y a pas de place, dès qu'on trouve un endroit où on peut stationner un peu et essayer de dépanner nos voitures, on se bat comme ça. Le chantier inachevé a poussé des comptoirs, jadis déguerpis, à la multiplication. On s'est rendu compte que le site est resté vide, les herbes ont poussé et puis nous on a continué à souffrir. Là où on était obligé de regagner le site. Ironique, dans la rue, les délais révolus font douter de l'aboutissement du projet. Quand il vous dit quitter, et quand vous quittez, vous savez qu'on va réaliser le projet et puis on n'y réalise pas, on abandonne toujours le site. Le 27 avril 2022, le ministre des Travaux publics, Nganou Messi, annonçait pour la phase 2 la reprise des travaux le 15 mai dernier. En sport, à peine la saison bouclée, c'est déjà la rentrée au Tori Fit Club. Cette académie de Nambudo a fait du sport pour enfants son credo au quotidien. Les premiers randonnées de la saison dans ce reportage d'André Mirabeau-Mab. Carla et Tutezo, fonde ta vie sur le courage et la persévérance. Mène une vie qui dépasse tes convictions. La petite Carla est désormais ceinture jaune de Nambudo. À 12 ans, la pratique quotidienne du sport l'a transformée. Je me suis sentie fière, je me suis sentie contente parce que plus on évolue en grade, plus on apprend de nouvelles choses. Moi, j'ai déjà appris Nambushodan, les Shotai, les Randori et les Gyakuna Randori. Comme Carla et Tutezo, plusieurs athlètes du club Tori Fit de Douala ont gagné en grade ce week-end. Une sacrée expérience. J'ai appris les randoris, les katas. J'ai aussi appris les 7 forces. Ça permet à l'enfant de sortir de sa zone de confort et de découvrir certains, disons, blagues, quoi. Rentrée sportive dans cette académie de Nambudo. 4e année d'existence. Objectif identique. Promouvoir les vertus des arts martiaux. Il n'est pas seulement question de leur faire sentir la charge physique qu'ils ont à faire, mais c'est aussi de leur faire savoir quelle est la responsabilité technique et même sociale. Un sportif, ce n'est pas seulement un sportif pour sa famille, c'est un sportif pour la société. La particularité est que nous allons mettre l'accent sur la discipline,
Les enfants, ils ont déjà l'habitude, mais comme on sait le nombre d'eau, en dehors d'apprendre à se défendre physiquement et psychologiquement, apporte une certaine discipline. Donc cette discipline est un élément, est un instrument qui permet en fait de réaliser les autres objectifs qu'on peut avoir dans la vie. Forger des athlètes accomplis et aller à la quête des titres. L'autorifite tisse sa toile au fil des randonnées. À l'étranger, plusieurs villes de l'Ukraine secouées par des bombardements russes ce matin. Selon le président ukrainien, l'infrastructure énergétique a été l'une des cibles. Vous écouterez Vladimir Poutine. Au Nigeria, 76 personnes sont mortes lors d'un naufrage sur le fleuve Niger. Et le week-end dernier, selon le président de la République, l'île Piédiou, Calvin Tekam, est-ce qu'elle monte? Les habitants de Kiev témoignent près des sites frappés par les bombardements russes dans la capitale ce lundi matin, visée pour la première fois depuis plus de 3 mois. Le matin, nous avons été réveillés par une telle salutation de nos voisins russes. Vous voyez tout cela ici et dans toute la ville. Ils ont survolé la ville toutes les demi-heures environ, 7, 8 ou 9 fois. De nombreuses villes ont par ailleurs été bombardées en Ukraine, selon la présidence, alors que Vladimir Poutine a réuni son conseil de sécurité. Si les tentatives d'attentats terroristes sur notre territoire se poursuivent, les réponses de la Russie seront sévères et leur ampleur correspondra au niveau des menaces posées à la Fédération de Russie. Selon le président Zelensky, la Russie a lancé une campagne de bombardement de l'infrastructure énergétique de l'Ukraine. Nous avons affaire à des terroristes, des dizaines de missiles. Ils ont 2 cibles. Les infrastructures énergétiques dans tout le pays, la région de Kiev et autres. Ils veulent la panique et le chaos. 76 personnes, soit la quasi-totalité des passagers d'un bateau surchargé, ont trouvé la mort lors de son naufrage le week-end dernier au Nigeria, pendant une crue du fleuve Niger, selon le compte Twitter de la présidence nigériane. La France et l'Algérie veulent bâtir des coopérations plus denses. C'est la conscience de notre histoire et des liens qui unissent nos 2 peuples. C'est la preuve de notre détermination à construire une relation renouvelée entre nos 2 pays. C'est une étape pour bâtir des coopérations plus denses encore entre la France et l'Algérie. Sur le plan politique, nous avons pu constater ensemble la qualité du dialogue politique entre les 2 pays à tous les niveaux et en particulier entre les présidents des 2 pays, ainsi que l'accord fort sur la question clé du renforcement de la concertation et de la coordination autour des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Plus de 12 accords bilatéraux de coopération économique sur la mobilité et culturelle ont été signés au cours de cette visite de la première ministre française Elisabeth Borne, avec une imposante délégation de 15 ministres à Alger. Et c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. N'oubliez pas les autres rendez-vous avec l'information au 13h, co-présenté par Monique Naossi-Fosso et Henri Kédian. Le 15h30, le journal des régions. 18h15, le journal en langue anglaise présenté par Gladys Ambo. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.